Vous m'entendez bien? Oui, super. Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, si nombreux ce soir. C'est fantastique. Je m'appelle Gabrielle Marcoux. Je suis une des co-directrices et co-autrices de cet ouvrage. J'ai aussi à mes côtés Marie-Ève Bradette, ici, Julie Graff, dans le fond là-bas. Malheureusement, la quatrième tête de notre quatuor est à l'extérieur du pays. Oui, Alexia Pinto-Ferretti ne pouvait pas être ici ce soir, mais je suis sûre qu'elle joint sa voix au nôtre pour vous dire un énorme merci de vous être déplacés malgré la tempête qui s'en vient. Puis certaines personnes se sont déplacées de très loin, donc réellement la tempête était un enjeu, donc merci, merci à vous. Merci bien sûr à la librairie Un livre à soi de nous accueillir si généreusement dans votre magnifique local. Merci à toute votre équipe. Merci aussi bien sûr aux presses de l'Université de Montréal, notamment au directeur de la maison d'édition, Patrick Poirier. Bonjour. Merci aussi bien sûr à Louise Vigneault, qui est la directrice de la collection Expressions autochtones dans laquelle s'inscrit cet ouvrage. Tous deux ont cru en notre projet dès ses débuts et ont fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit face à nos demandes, parfois peut-être un peu inhabituelles. Donc, on en est extrêmement reconnaissante. Merci bien sûr aussi à toutes les autrices qui ont participé à cet ouvrage, de même qu'aux créateurs et créatrices qui ont répondu à l'appel dans le cadre des entretiens. Je remercie tout spécialement les autrices qui ont accepté de participer à ce petit échange aujourd'hui, de même qu'aux autrices qui ont participé à l'ouvrage et qui sont présentes dans l'audience, notamment Isabelle, que je vois ici. Je vous présente rapidement le programme de cette petite table ronde informelle qui va suivre. Tout d'abord, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter l'ouvrage dans sa globalité, sa genèse, son évolution, parce que, mine de rien, la toute première mouture de projet a été initiée il y a presque 10 ans. Puis ensuite, on va plonger dans la table ronde. Je vous présenterai brièvement les autrices qui ont accepté de participer, puis je leur céderai la parole pour qu'elles nous présentent tour à tour leurs chapitres respectifs en quelques minutes. Donc, grosso modo, le sujet qui est exploré, votre processus d'écriture, comment ça s'inscrit plus largement dans vos recherches ou votre travail. Si le temps le permet, on pourra rebondir avec des questions. Mais grosso modo, on aimerait que ça dure peut-être une demi-heure pour laisser à tout le monde le temps de discuter entre vous par la suite. Avant de plonger, cependant, j'aimerais céder la parole à Louise Vigneault pour qu'elle nous parle de la collection Expressions autochtones dans laquelle, donc, je disais, le livre s'inscrit. Très, très, très rapidement, je peux simplement souligner que la collection Expressions autochtones auprès de l'Université de Montréal, ça rassemble des études théoriques et pratiques en langue française et autochtone. Le livre L'Humanité autochtone est le 6e titre de la série. Il y a eu donc Mythologie Huron-Wendat, donc une réédition de Marius Barbeau. Il y a eu aussi un ouvrage de Lynn Davis, Alliance sur les relations autochtones et non autochtones. Il y a eu 2 titres en littérature aussi, dont celui de Marie-Ève Bradette, donc Langue en partage. Il y a eu aussi le collectif que j'ai dirigé, Créativité autochtone actuelle au Québec, avec Sophie, avec plusieurs d'entre vous. Et donc, Urbanité autochtone est issu d'un colloque qui a eu lieu il y a déjà un petit bout de temps, quelques années, en 2017. C'était le colloque Je suis île, I am Turtle. Donc, je vous dis bravo à toute l'équipe qui est d'avoir poursuivi et d'avoir concrétisé en fait les résultats et d'avoir élargi aussi le propos. Donc, urbanité autochtone, puisque les villes sont des lieux carrefours, l'orientation de l'ouvrage s'appuie sur des espaces de rencontre. Il y a la très belle forme, la conversation là, qui a été suivie tout au long de la structure. Donc, conversations entre des chercheurs non autochtones et autochtones, des conversations aussi de texte. Donc, c'est ça, je laisse la parole aux créatrices de cet ouvrage et je leur dis bravo, merci. Merci, Louise. Comme je le mentionnais, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, mes 3 collègues et moi. C'est en 2016 que nous sommes réunis pour une première fois dans l'idée d'organiser quelque chose, on n'était pas trop sûrs au début, un événement qui relierait nos disciplines respectives de l'histoire de l'art, de la littérature comparée, de l'anthropologie.
qui toucherait aux questions de la création autochtone et de l'urbanité. Pourquoi l'urbanité? C'est qu'à ce moment, en 2016, la programmation des festivités entourant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal était révélée. Puis, on y trouvait plusieurs angles morts. Montréal, après tout, c'est Tiohtià:ke, c'est Mouniang, c'est un territoire autochtone non cédé. Comme disait Louise, c'est un lieu carrefour dynamique où transitent, s'enracinent, s'entremêlent et s'épanouissent des milliers d'individus autochtones, et ce, depuis bien plus de 4 siècles. Puis ces réalités ne nous semblaient pas centrales, disons, dans le programme des célébrations. Si la ville module ses déploiements identitaires, culturels, politiques et langagiers autochtones, bien, inversement, les créateurs et créatrices autochtones façonnent des espaces citadins que sont Montréal, Val-d'Or, Brampton, Winnipeg, etc. Donc, c'est cette double dynamique qui nous a interpellés dès le début de notre collaboration. La ville dans l'art et l'art dans la ville. En 2017, naissait donc la première mouture de notre projet présenté à l'Université de Montréal. Il y avait une exposition collective qui alliait art visuel, land art, court-métrage, photo voice. Il y avait une soirée de poésie plurilingue et un colloque de 2 jours où se sont rassemblés des professeurs, des chercheurs, des activistes, des artistes autochtones et allochtones. De cet événement sont nés plein de questionnements, plein d'idées, puis des belles complicités intellectuelles aussi. Donc, ça nous a donné envie, après un petit recul, une petite pause, de nous lancer dans cette aventure d'une publication collective pour creuser davantage ces questions qui étaient nées de cet événement extrêmement stimulant, mais qui était éphémère, puis qu'on voulait peut-être un peu étirer dans le temps. Nous étions alors 4 doctorantes se penchant sur des corpus autochtones dans le cadre de nos thèses respectives. Mais il faut savoir qu'à ce moment, il y a une dizaine d'années, les sujets autochtones commençaient tout juste à se forger une réelle place dans les corpus universitaires. Oui, bien sûr, il y avait des sujets autochtones qui étaient creusés dans certains cours, sauf qu'il faut se rappeler, par exemple, en 2015, c'est Louise qui a mis sur pied le premier cours de bac en histoire de l'art entièrement consacré à l'art contemporain autochtone. Donc, on sentait une certaine remise en question peut-être au sein de l'institution à ce moment. Il y a eu un petit vent là, de réflexion critique. Et donc, cependant, il faut se rappeler que, nous étions 4 chercheuses allochtones et nous souhaitions non seulement travailler sur des créations autochtones, mais bien avec les artistes et les auteurs et autrices. Donc, on a souhaité développer ce qu'on a appelé une méthodologie conversationnelle, c'est-à-dire oui, bien sûr, de présenter une variété de formats de discussion entre autrices et créatrices, entre autrices et œuvres, et oui aussi de favoriser un décloisonnement entre les disciplines. Mais surtout, ce qu'on souhaitait à travers cette méthodologie conversationnelle, c'était d'investir ces rencontres entre personnes, textes et objets d'art comme des moments d'agentivité, faisant jaillir de nouveaux savoirs. Nous considérons que les récits sont théories. Et ainsi, s'ouvrir à ces récits, les visiter, les revisiter, c'est participer activement à une réflexion critique et ouverte. Nous souhaitions, en d'autres mots, aborder les différents exercices d'analyse formelle, d'entretien, de portfolio commenté qui composent ce livre comme des relations nouvelles, comme des exercices constamment renouvelés de co-construction de la connaissance plutôt que comme des pratiques extractives. Je crois que les 3 chapitres qui vont vous être présentés dans les prochaines minutes témoignent parfaitement des croisements interdisciplinaires, mais aussi de la variété méthodologique et formelle qui caractérise notre ouvrage. Donc, sans plus tarder, je vous présente les 3 autrices qui ont gentiment accepté de nous présenter en quelques minutes leur chapitre. Donc, on commence avec Sophie Guignard, docteur en histoire de l'art, spécialisée en études photographiques. Ses recherches doctorales portaient sur les enjeux de l'autoreprésentation dans les catalogues et les brochures d'exposition collective de photographes autochtones en Amérique du Nord. Pour le chapitre qu'elle signe, elle s'est d'ailleurs entretenue avec Shelley Niro et Jeff Thomas, qui sont indéniablement 2 des photographes autochtones, puis je dirais même tout simplement 2 des photographes les plus importants des dernières décennies. Je pense qu'on peut affirmer ça sans hésitation. Son chapitre, comme elle saura nous le dire, prend la forme d'un portfolio commenté, donc une discussion à 3 qui est structurée par et autour de ces photographies, de ces 2 artistes qui ont vraiment été d'une très grande générosité puis d'une grande candeur lors de cette conversation.
Ensuite, au milieu, on a Marie-Charlotte Franco, qui est conservatrice au musée Colby Curtis à Stansted, où elle partage son temps entre la préservation des collections et la création des expositions. Elle est détentrice d'un doctorat en muséologie de l'Université du Québec à Montréal, et sa thèse porte sur la décolonisation et l'autochtonisation du musée McCord, et sa thèse lui a valu 4 prix d'excellence nationaux et internationaux de 2021 à 2023. D'ailleurs, son chapitre est tiré de cette fameuse thèse. Ses intérêts de recherche lui donnent la possibilité de mettre en place des processus collaboratifs avec différentes communautés. Et finalement, on a Carmel Adam, directrice administrative et artistique du Centre de Val-d'Or. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, elle a fait la route pour être parmi nous aujourd'hui. Et je trouve ça particulièrement fantastique parce qu'elle va nous présenter un projet artistique tentaculaire qu'elle a mis en œuvre et qui est intimement relié au territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais qui, de par son énorme pertinence actuelle, de par sa méthodologie collaborative et par sa puissance émotive, mérite de connaître un rayonnement en dehors de cette région, à mon humble avis. Puis, j'aimerais qu'on termine avec Carmel, parce que ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce projet artistique dont tu vas nous parler faisait partie de l'exposition collective qu'on a organisée en 2017. Ce projet était présenté sous forme de photo, parce que c'est un projet de land art, mais qui était donc présenté sous forme de photo à ce moment-là. Donc, je trouve ça bien, ça va faire un peu boucler la boucle, presque 10 ans plus tard, qu'on finisse en parlant de ce projet. Alors, merci à toutes les trois. Alors, est-ce que je te cède la parole, Sophie? Tu veux bien commencer? Oui. Il faut le... OK. Deux micros. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Sophie. Plus proche, comme ça. Okay. Merci beaucoup pour l'invitation et pour tout votre travail et votre aide avec nos participations. Alors, moi, en fait... J'ai vu l'appel pour le livre. Je ne faisais pas partie du projet de l'exposition, mais quand j'ai vu l'appel, ça m'a tout de suite... En fait, j'ai fait une thèse de doctorat en histoire de l'art, spécialité en photographie, et j'ai travaillé avec des photographes autochtones contemporains dans le cadre de cette thèse. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça pourrait être long. Mais quand j'ai vu l'appel, je tout de suite pensé à deux des photographes avec lesquels je travaillais, dont le travail a vraiment été de questionner, de travailler avec la question des identités autochtones en ville, en milieu urbain, à différents égards. Puis leur travail était quand même assez différent. Shelley Niro a beaucoup travaillé des mises en scène avec des femmes de sa famille, mais elle avait quelques séries très ancrées dans la ville où elle vit, à Brantford, qui est proche du territoire des Six Nations, en Ontario. Et Jeff Thomas, lui, a un travail depuis le début qui est de recherche, de compréhension et de définition d'une identité urbaine. Il s'est défini depuis les débuts qu'il travaille fin des années 70-80 comme un Iroquois urbain. Et donc son travail a été de chercher à définir ça. Il a vraiment une démarche aussi d'historien à travers son travail. Donc quand j'ai vu l'appel, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment faire quelque chose qui fasse valoir leurs images, les montre et puis qui permette une discussion. Donc en fait est venue petit à petit l'idée de sélectionner en fait des photos emblématiques des rapports en fait des identités autochtones à l'urbanité, à la ville. Et j'ai orienté l'entrevue, je leur ai proposé qu'on fasse ce projet ensemble. Ils étaient chouette, ils étaient contents. En plus, c'est deux photographes qui se connaissent, qu'on travaillait ensemble par le passé, mais qui n'avaient pas eu de discussion comme ça, plus poussée depuis quelques temps. Donc, c'était pendant la pandémie, on s'est parlé sur Zoom. Et voilà, j'avais sélectionné des photos, je leur ai montré les photos, puis j'avais posé les questions en fonction des photos, et on a parlé autour de ça. C'est un peu ça, le processus. En plus, à l'époque, j'étais enceinte, et... Donc, j'étais sur le point d'accoucher. Donc, je tiens quand même à mentionner que grâce à Gabrielle et Julie, ce chapitre a été possible parce qu'elles ont transcrit l'entrevue et elles ont aidé à traduire l'entrevue. Moi, j'ai juste eu un peu à relire. Donc, merci beaucoup. Je ne suis vraiment pas la seule auteure de cette contribution. Voilà. C'est tout. Merci.
Merci beaucoup à toutes pour cet ouvrage et puis à ce lancement. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Moi, je pensais qu'on allait être 4. C'est juste une conversation où on se revoit, puis on discute, c'est cool, ça fait longtemps que c'est vu. Pas du tout. Moi aussi, j'étais enceinte et j'ai envoyé ma première... C'est plusieurs bébés dans ce livre, là, vous vous rendez pas compte. J'ai envoyé le chapitre peut-être une semaine avant d'accoucher. Donc, c'est la première fois que j'ai envoyé quelque chose en avance. Parce qu'à l'université, ça n'existe jamais. Normalement, le principe, c'est d'envoyer des choses en retard. Donc, en fait, moi, c'est un chapitre, comme Gabrielle l'a dit, qui est issu de ma thèse de doctorat, qui portait plus largement sur les processus de décolonisation et d'autochtonisation au musée McCord entre 1988 et 2019, donc juste avant que le musée devienne la star montréalaise et québécoise en lien avec les sujets autochtones. Et en fait, donc, il y avait tout un volet où j'explorais, j'analysais une partie des expositions dont j'ai pu retracer les archives, parce qu'en fait, les musées sont des conservatoires, mais ne conservent très peu de choses sur eux-mêmes, donc c'était compliqué de lire des disquettes, par exemple. Ça ne marchait pas trop, donc j'ai dû faire un peu d'archéologie technologique. Et à partir de ce corpus, donc plus d'une vingtaine d'expositions en un peu moins de 25 ans, il me semble, de mémoire. J'ai accouché il y a longtemps maintenant, je ne me souviens plus vraiment. Mais en fait, j'ai pu retracer qu'il y avait à peu près eu une exposition par année en lien avec les réalités et les arts autochtones au musée McCord, qui était quand même donc un précurseur, sachant que c'est un musée qui est privé, donc il n'avait pas un mandat politique national en lien avec les réalités autochtones. Et à partir de ce corpus-là, j'ai tiré un sous-corpus qui était vraiment lié aux expositions en art contemporain. Ce qui m'avait interpellée en fait dans l'appel à texte, parce que moi non plus, on a l'impression d'être des sœurs siamoises, ce qui est un peu vrai dans la réalité pour les personnes qui nous connaissent, mais j'ai pas fait partie du colloque ni de l'exposition, donc ce projet est arrivé après, même si on se suivait et puis on savait ce qu'on faisait les unes par rapport aux autres. Où je m'en allais avec ça? Oui, c'est que j'ai en fait considéré mon chapitre parce que je voyais pas trop ce que je pouvais apporter, puis j'ai utilisé en fait le musée comme un territoire symbolique de réappropriation du discours par les personnes autochtones en contexte urbain, un territoire symbolique urbain, puisque c'est un musée qui est en pleine ville et qui est un musée en plus qui a une vocation d'être un musée de la ville de Montréal, même si les collections autochtones sont un peu une collection satellite, mais qui permet de répondre aussi à des questions d'urbanité. Donc j'ai vraiment présenté dans ce chapitre une série, je présente en fait des exemples d'expositions et comment les artistes se réapproprient le discours et aussi prennent la place des personnes qui sont en position d'autorité mais qui ne considèrent pas la voir pour ces thématiques-là, ne veulent plus la voir ou en fait l'ont, mais il y a un discours qui se superpose au discours des conservateurs ou des conservatrices. En gros, c'est ça. Puis on pourra en parler plus en détail si vous voulez autour d'un verre de je sais pas quoi. Voilà, merci. Alors, merci pour le document et aussi de nous permettre en fait de documenter tout un processus, en fait une exposition qui va certainement aider aussi les chercheurs pour retracer en fait qu'est-ce qui s'est passé à Val-d'Or. Donc nous, ça a commencé en 2016, l'exposition. En fait, le projet s'appelle Acquis ODI, cicatrices à terre-mère. Et le texte a été fait en première partie avec la genèse en fait du projet. Les prémices aussi quelques définitions. Comme par exemple, au niveau, là, on parlait beaucoup de réconciliation, donc dans la définition aussi de qu'est-ce qu'on a donné par rapport à la réconciliation. La même chose aussi par rapport à tout ce qui est comme réparation aussi.
Donc, en fait, il y a tous ces éléments-là qu'on a mis en premier. Puis ensuite, il y a vraiment un portfolio où chacun des artistes, donc c'est un collectif d'artistes autochtones et allochtones, donc il y en a 5. Et il y a également une commissaire, donc Sonia Robertson, qui est là. Mais un des artistes a été aussi considéré comme le gardien du projet. Donc, ça a été très important aussi dans cette démarche-là. Peut-être vous donner un contexte très rapide. Le Centre d'exposition de Val-d'Or a comme vision, en fait, de pouvoir être un acteur de changement au niveau sociétal et individuel. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce projet-là. Gardez en tête qu'en 2016, 2015, il y avait énormément, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais il y avait énormément de tensions entre les Allochtones et les Autochtones à Val-d'Or. Il y avait vraiment de grandes sources de conflits. Et quand il y a eu, en fait, entre autres, le reportage d'enquête, où il y avait des femmes autochtones de Val-d'Or qui ont dénoncé le comportement, disons, des policiers à leurs égards. Il y a beaucoup d'autres témoignages qui sont arrivés aussi, et c'est là que ça a débuté, la commission Vient, qui s'est faite également à Val-d'Or. Donc, il faut garder que dans une ville de 32 000 à peu près habitants, on avait vraiment beaucoup de tensions et en plus de ça, aussi beaucoup de regards posés sur les gestes que les gens faisaient. Et c'est là que le Centre d'exposition, avec le Centre d'amitié autochtone, on a proposé d'utiliser l'art comme une forme de guérison, comme une forme de transformation. Et c'est en fait les prémices là, du projet. Et on est allé avec la démarche en fait là, de l'artiste Carl Chevrier qui, lui, part toujours avec la rencontre des aînés. Donc, on a rencontré des aînés à Val-d'Or, un peu comme qu'est-ce qui a été mentionné au niveau de Montréal. Val-d'Or, c'est vraiment un lieu de passage. Donc, on avait des rencontres avec des aînés de plusieurs différentes nations. Mais on est allé aussi en communauté. On a rencontré des aînés qui parlaient plus au niveau anglophone. Et on a aussi rencontré des aînés qui parlaient seulement en Anishinaabe dans des communautés. Donc, on a pu vraiment rencontrer à peu près une cinquantaine d'aînés. Et c'est à partir de là qu'ils nous ont identifié quelles sont les cicatrices à guérir. Et par où aussi, où était l'endroit, les lieux de cœur qu'on a parlé, où on pouvait intervenir. Donc, on a ciblé environ 11 lieux et les artistes ont fait environ, pas tout à fait une vingtaine d'interventions artistiques. Et la commissaire a demandé que pour que les œuvres soient réalisées, c'est évidemment en land art, mais que la population devait aussi participer. Si la population ne participait pas, il n'y avait pas d'œuvre. Les œuvres étaient de grand format. On a dû prendre, en fait, là, beaucoup de différentes méthodes pour pouvoir, en fait, documenter tout ça, entre autres avec des drones. Beaucoup d'éléments étaient éphémères. Et quand on a eu l'exposition à l'université, c'était vraiment le processus. On n'avait pas encore tout à fait là, gardé qu'est-ce qu'il allait avoir. Mais il y avait des critères très spécifiques. Donc, la participation du public, l'identification de la cicatrice, également le partage. Donc, à chaque fois qu'il y avait une intervention qui se faisait, tout de suite après, il fallait qu'il y ait un repas partage, tant avec le public que les artistes que la communauté. Il fallait également qu'il y ait une façon aussi de, pas de réécrire, mais on parle de critères d'historicité, de s'assurer que cette démarche-là peut remettre les choses, les pendules à l'heure, si on veut, sans réécrire l'histoire, mais de dire, en fait, d'être des porteurs, en fait, de sens au niveau. Et évidemment, là, la trace, là, parce que c'est du land art, puis on voulait quand même avoir une exposition. Alors voilà, donc c'est ce projet-là, Aki ODI, Cicatrice de la Terre-Mère, qui a été là, documenté. Oups, pardon. Bien, merci à vous trois pour ce survol de vos chapitres et de ce magnifique projet aussi. Je pense qu'on aurait quelques minutes pour poser des questions. Est-ce qu'on a des questions de la part du public, de l'audience?
Ben, peut-être que je prendrai 1 ou 2 minutes pour parler de mon chapitre, alors, si ça vous Mais oui, parce que je pense aussi qu'il est un peu différent dans le format. Donc, je trouve ça le fun d'avoir une belle brochette des différents formats de ces chapitres. Je me suis entretenue avec Kevin Lieberton et Caroline Monet, qui sont 2 artistes autochtones et qui forment le collectif Eatway avec un 3e membre, Sébastien Aubin. Et la particularité peut-être de notre entretien, c'est que, bon, à la base, je me suis intéressée à leurs œuvres d'art public, des installations qui sont donc installées dans différents lieux urbains, tant à Winnipeg qu'à Montréal, on a pu voir de leurs œuvres. Et en tant que collectif, le trio aime beaucoup réfléchir à différentes questions identitaires et langagières. Ils viennent de différentes communautés, parlent différentes langues. Dans le trio, il y a vraiment 4-5 langues là, qui se parlent. Et donc, les notions d'incommunicabilité, de compréhension, incompréhension, lisibilité, illisibilité, présence et absence dans différents lieux, c'est vraiment les thématiques centrales à leur démarche et qui viennent dicter un peu les installations immersives qu'ils créent afin que les personnes qui les traversent se posent des questions justement par rapport à ces rencontres ou non-rencontres qui ont lieu dans ces lieux urbains. Et donc, ce que je leur ai proposé, c'est que j'ai écrit une analyse formelle assez pointue, assez détaillée de leurs œuvres, mais après, puis à travers tout ça, je leur posais des questions directement. Mais je les ai invités non seulement à répondre aux questions, mais à co-éditer mon texte. Donc, plus concrètement, ce que ça a donné, par exemple, c'est qu'il y a certains mots de vocabulaire qui sont présents à travers mon analyse que Kevin est venu critiquer. Par exemple, je parlais de leur pratique comme étant décoloniale, puis lui m'a dit en commentaire « Mais moi, je ne me sens absolument pas colonisée ». Donc, ce mot-là est problématique, puis ça m'a fait énormément réfléchir parce que c'est un mot qui revenait souvent dans mon texte, puis même dans mes recherches, dans mes écrits de ma thèse. Alors, ça a pu vraiment créer des conversations par rapport au vocabulaire qu'on utilise, puis qu'on ne remet pas nécessairement en question. Et donc, c'est mon texte, mais ils sont venus greffer leurs commentaires, leurs critiques à même le texte, vraiment dans un travail de coédition pour sortir un peu du cadre d'un entretien où, c'est ça, je voulais leur laisser les rênes aussi un petit peu là, à travers tout ça. Donc, ça a donné un texte un peu hybride, un peu difficile à catégoriser. Puis, j'arrête pas de dire que ça a pris 10 ans, mais il faut se rappeler qu'il y a eu la pandémie aussi au tout début du processus de l'ouvrage. Donc, c'est sûr que ça a compliqué bien des affaires. Mais je trouve que dans le cas de mon chapitre, ça a aussi permis de créer des moments de réflexion, puis de laisser justement des moments pour laisser le texte respirer, puis les réflexions se développer. Donc, je leur soumettais un document dans lequel ils pouvaient intervenir directement, puis des fois, ça prenait quelques semaines avant qu'on rebondisse sur les commentaires l'un de l'autre. Donc, je pense que ça a permis à la réflexion de s'étirer dans le temps, puis de trouver un peu d'oxygène. Donc, voilà, ça c'est pour mon chapitre. Puis, les pubs ont été assez flexibles pour mettre plein de couleurs différentes dans l'édition. Donc, pour qu'on regarde un peu, initialement, eux mettaient leurs commentaires en marge, mais on les a intégrés en couleurs dans le texte. Donc, ça donne quand même quelque chose d'assez dynamique. Puis, ça, je suis bien contente du résultat. Alors, je ne sais pas, est-ce que Marie-Ève ou Julie voulaient parler de son... Je ne vais pas vous mettre sur le spot de même. Est-ce que vous voudriez parler de votre chapitre ou vous n'y tenez pas tellement, non? Les lecteurs le découvriront. Voilà, c'est juste que je souligne, je trouve ça chouette que cet ouvrage-là est parti de nous comme 4 doctorants qui rassemble plein de voix et beaucoup de chercheuses émergentes. Donc, et à peu près que des femmes. C'était pas voulu, mais c'est arrivé comme ça, puis ça montre un peu l'état de notre champ de recherche aussi, hein, où il y a énormément de femmes, donc petite chose à souligner que je trouve intéressante. Forcément. Oui. Julie, est-ce que... Non, t'as l'air bien, toi, écrasée dans le
Bon, mais parfait. Alors, s'il n'y a pas de questions, mais je pense que je peux parler. Ah oui, j'ai une question. Oui, j'en aurais une, mais je m'excuse. Ben non, mais on est là pour ça. C'est très anecdotique, mais oui. j'ai remarqué que sur la couverture du livre, vous aviez une série graphique qui créait des projets Tapiscoine. Oui. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre ce projet-là et votre projet, ou c'est juste un choix? Non, on est tombé en amour avec ce visuel en particulier. On a approché Tapiscoine, effectivement, puis on a pu obtenir les droits. Donc, c'était un coup de cœur, tout simplement. Oui. Est-ce que je peux Bien juste sûr. les artistes, j'ai oublié les Oui, noms. ben oui, les artistes du projet, bonne idée. Oh, excuse-moi, je vais faire le tour. Je vais juste préciser, je n'ai pas nommé les artistes. Donc, il y avait Sonia Robertson, Carl Chevrier. Il y avait également Jacques Barry, Véronique Doucet, Virginia Pessemapeo Bordelot et Kevin Papati, qui lui se fait appeler maintenant Kigos Papaoui. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Puis, je pense que je peux parler au nom de tous les collaborateurs, collaboratrices. Si vous avez des questions, Émilie Sarah, je ne t'ai pas pointé tantôt. Autrice aussi, elle était là. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde est d'accord. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions puis de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci d'être ici.